avant que Fabien vous explique un peu plus la mission globale, c'est ça, je vais parler plus de notre voyage à nous avec les jeunes. Qu'est-ce que ça nous a appris cette mission au Maroc, avec quoi on en ressort. Et voilà, cette perspective plus jeune et aussi féministe enfin, là-bas, quoi. Du coup, on est parti donc en septembre 2025 avec donc tous ces beaux gosses là, c'était super. Il y avait des délégués métallo, de la Centrale Générale, des Genève GTB, du CEPAG. Vous voyez, on est parti on est arrivé à Tanger, on a été à Casablanca, Rabat et Marrakech. Donc on a fait quand même 4 villes différentes. Ça nous a permis de voir différents groupes syndicaux et de rencontrer aussi des personnes assez différentes entre elles. Voilà, donc en tant que jeune, ça nous a déjà énormément apporté de partir avec tous les délégués avec qui on est parti parce que ça nous a permis d'avoir plein de discussions sur leur parcours de vie, on a beaucoup échangé entre nous. On a quand même passé une semaine dans ce petit bus, donc il y avait matière à discuter. Voilà, on s'est super bien entendu et déjà ça c'était super, donc on est hyper reconnaissant d'avoir pu partir tous ensemble. Et en plus de ça, l'échange au Maroc, ça nous a permis plusieurs choses en tant que jeunes. Déjà, ça nous a permis de faire des liens avec nos contextes respectifs, le contexte politique en Belgique. Ça nous a permis de faire des liens donc aussi avec les luttes sociales et d'échanger un maximum autour de bonnes pratiques concernant l'organisation des jeunes, l'organisation des femmes, etc. dans les syndicats. Et de créer évidemment du lien pour le long terme. Voilà. Donc déjà, un petit quiz pour commencer et vous réveiller. Donc je vais vous poser un peu des petites questions rapides. J'ai fait sans QR code et tout ça, donc vous allez participer en levant la main si ça vous va. Je tiens juste à préciser que le Maroc n'a pas ratifié une convention qui oblige les États qui la signent à publier des données sur l'emploi, le chômage, les salaires et les conditions de travail. Donc c'est des données, bon ça reste des données officielles on va dire, mais c'est pas les plus exactes qu'on pourrait avoir et c'est notamment aussi pour ça qu'ils militent là-bas quoi. Alors combien d'heures à votre avis les Marocains travaillent par semaine au Maroc? Ceux qui pensent que c'est 39, levez la main. Ceux qui pensent que c'est... Actuellement, Oui, actuellement. Par semaine. Ceux qui pensent que c'est 42, levez la main. Oui, quand même. Et ceux qui pensent que c'est 44, levez la main. En effet, c'est 44. Le cercle est un peu décalé, mais... voilà, bon, bah déjà, vous avez une petite idée des conditions de travail là-bas qui sont assez intenses, quoi. Mais en plus de ça, il y a une partie des travailleurs qui travaillent plus de 48 heures par semaine. Combien pensent que c'est 33%? C'est quand même un tiers. Hein. Combien pensent que c'est 42%? Ouais. Et combien pensent que c'est 56%? C'est 42%. Bon, c'est déjà vraiment pas mal. Et notamment, c'est parce que c'est une grande partie, enfin on en parlera un peu plus après, mais c'est une grande partie du travail là-bas, c'est dans l'agriculture. Et donc, comme dans des pays européens et partout dans le monde, en fait, c'est un secteur où on travaille sans arrêt, quoi. Et quel est le salaire moyen, selon vous, qui pense que c'est 320 euros par mois? Ouais, 320? 450? 1200? Sachant que le loyer, il est entre les 150 et les 800 euros. Eh bien, en effet, c'est 320 euros, donc c'est vraiment pas assez pour vivre dignement là-bas. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, c'est. Ouais. À votre avis, on a mangé des pâtisseries marocaines toutes les 2 heures, 12 heures ou 2 jours? 2 heures, qui pense que c'est 2 heures? Oui, bah voilà, c'était 2 heures, c'était super bon, mais à la fin, c'était bon, hein. Toi, t'en pouvais plus. Toutes les 2 heures.
Ah, je suis désolée, il y a des bugs dans ma présentation. Mais bref. Un travailleur sur deux travaille la nuit ou un travailleur sur deux n'a pas de contrat écrit. Qui pense que c'est qui travaille la nuit? Et qui pense qu'un travailleur sur deux n'a pas de contrat écrit? Bravo, vous êtes super fort. En effet, 52% des travailleurs n'ont pas de contrat écrit, ce qui complique un petit peu le travail de syndicalisation et le travail syndical en général. Je sais pas pourquoi c'est tout décalé, mais un jeune sur trois, à votre avis, connaît les jeunes FGTB depuis notre passage. Un jeune sur trois est syndiqué et un jeune sur trois est au chômage. Très bien. Eh bien, exactement. Un jeune sur trois est au chômage. Vous connaissez? C'est décalé, mais ils nous connaissent aussi. Et en gros, il faut savoir que le taux global de chômage, de ce que j'ai vu en tout cas, des chiffres les plus, ouais, récents qu'on a, c'est que c'est 13% globalement de taux de chômage. Et en Belgique, le taux de chômage des jeunes, il est de 22% environ. Donc voilà, il y a quand même énormément de chômage chez les jeunes. Et ça crée une grande frustration chez les jeunes qui, du coup, accèdent donc parfois aux études supérieures ou même aux études tout court et n'ont pas, en fait, après de travail, quoi. Et pas d'opportunité d'emploi stable. Bon, premièrement, je vais vous raconter vite fait. La première journée, on est arrivé dans une maison communautaire, du coup, qui s'occupe, enfin, je vais vous expliquer, mais en gros, c'est une maison communautaire qui s'appelle Darna, des femmes. Et donc, Darna, je sais pas s'il y en a qui savent mieux que moi, mais je pense que ça veut dire hospitalité, quelque chose. Notre maison, ah oui. Accueille notre maison. Bah voilà, du coup c'est une maison. Bon déjà c'était trop joli. On est arrivé, on s'est fait super bien accueillir. Et donc c'est une maison des femmes qui en fait où les femmes sont reçues pour être accompagnées bah, déjà dans l'accès à leurs droits, à l'éducation, à la formation, à l'insertion professionnelle. Voilà, donc on a écrit un article dessus dans notre journal Camarade si vous voulez aller voir plus en détail. Mais globalement, voilà, c'est une maison où les femmes sont accueillies pour parler de leurs besoins du quotidien, mais aussi pour participer à des ateliers, à des activités. Ça permet de créer du lien entre les femmes là-bas, de leur redonner confiance. Et voilà, il y a donc un gros service d'insertion professionnelle qui les permet donc d'être formées, pouvoir gagner en autonomie. Ça, c'était à Tanger. Voilà. Ça a été créé dans un contexte un peu particulier. Ça a été créé dans un contexte de pauvreté donc, et d'exode rural. Et ça a permis du coup de répondre à plein de besoins hyper concrets, quoi. Donc nous, ça nous a permis de mieux comprendre la situation des femmes dans les grandes villes, notamment aussi le phénomène d'enfants de rue. C'est un phénomène dont elle parle beaucoup. C'est avec l'exode rural qu'il y a eu. Il y avait énormément d'enfants qui traînaient en rue parce que donc pas forcément d'accès à l'éducation, ou juste il y avait beaucoup de décrochage scolaire. Et donc il y avait un peu deux services dans cette maison des femmes, un service qui accueillait plus les jeunes et qui faisait travailler avec les jeunes, un service plus avec les femmes et parfois ils regroupaient pour faire un truc plus communautaire, familial, etc. Donc, ouais. Vous dites une maison communautaire, la question est-ce que ça vit comment par rapport à la population, au don de la population, ou il y a une... je donne un... Allez, peut-être qu'il y a l'État qui donne des subventions, Ouais. quelque chose comme ça, mais bon, parce que je sais que la plupart vivent aussi avec les dons de la population, et donc le tout de savoir, c'est ici c'est des associations qui reçoivent. Alors, c'est un peu les deux. En fait, déjà, il y a une partie de l'État, mais donc ça, c'est pour ça que je vais en parler après, c'est qu'il y a énormément de coupes budgétaires, et donc c'est un problème. Et il y a aussi donc des dons. Et en fait, c'est que dans cette maison, ils organisent des ateliers de cuisine, de couture, et ils vendent donc aux gens qui viennent, et ça leur permet de vivre aussi sur fonds propres. Donc voilà, c'est un peu plusieurs sources de financement. Euh, mais donc voilà, enfin oui, c'est un problème enfin, je vais en parler après. Mais globalement, les femmes qui arrivent, elles sont particulièrement vulnérables. Elles sont la plupart analphabètes, elles n'ont pas d'études, pas de formation, et du coup, elles sont en situation de pauvreté, quoi. Il faut savoir que quand ça a été créé dans les années 90, donc c'est un contexte où il y a la pauvreté qui a explosé.
Donc voilà, ça a été, donc, comme je disais tout à l'heure, un soutien vraiment concret pour les femmes à ce moment-là, qui aussi parfois pouvaient être dans des situations de pauvreté, de violence et tout, qui ne pouvaient pas s'en sortir. Et donc là, ça leur a permis de gagner en autonomie. Nous, ça nous a fait, on a fait évidemment lien avec les associations féministes ici en Belgique qui font aussi un travail avec ces femmes-là et qui sont également attaquées par l'État actuellement, alors que c'est un travail essentiel. Et en plus de ça, l'État, c'est ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'il se repose beaucoup sur ces associations pour reléguer des services qu'ils sont censés faire. Donc, d'un côté, ils relèguent ces services, et d'un autre côté, ils coupent dans les moyens pour bien faire ces services. Donc, c'est complètement incohérent. Et tout ça, c'est dû à des contextes de libéralisation comme on observe en Belgique, quoi. Voilà. Mais en tout cas, la visite était hyper enrichissante. On a un peu visité les différents services. Donc, il y a différents services d'accompagnement. Donc, il y a du juridique, psychologique, médical, il y avait, mais avec les coupes budgétaires, ils n'ont plus de médecins, malheureusement. Il y a aussi donc tout le service de formation pour apprendre à lire, à écrire, mais aussi pour apprendre à postuler à des offres d'emploi, apprendre juste se former. Et donc, il y a tout ce qui est activité et sortie. Voilà. Et il faut savoir, ça c'était génial, c'est que notamment dans les formations professionnelles, elles ont à l'étage tout un atelier de confection textile. Donc là, on peut voir ici, il y a tout plein de machines pour faire des vêtements, des tissus, etc. Et ce qu'elle nous racontait aussi qui était hyper chouette, c'est que comme il y a une grande immigration subsaharienne au Maroc, il y a énormément de femmes du coup immigrées, sans papier, qui sont là et qui se retrouvent à bénéficier des services de la maison d'Arna. Et donc se retrouvent avec les femmes marocaines et elles ont en fait mixé leur savoir et leurs pratiques pour coudre avec des tissus différents, etc. Et donc elles créaient des vêtements qui étaient à la fois un peu avec des tissus qui venaient plus d'Afrique subsaharienne, des techniques de là-bas et des techniques aussi marocaines. En fait, ça leur a permis aussi de se retrouver ensemble, de lutter aussi parfois contre des préjugés qu'il pouvait y avoir de racisme et se rendre compte qu'en fait, elles étaient dans les mêmes conditions sociales et qu'elles avaient les mêmes intérêts de s'émanciper ensemble. Et donc ça, c'était super chouette de voir leur travail. Donc voilà, elles nous ont expliqué comment elles faisaient. Je vais vite fait parler de la pauvreté au Maroc. Évidemment, je ne suis pas du tout une experte, mais j'ai essayé de un peu mieux comprendre pourquoi il y a de la pauvreté au Maroc et qu'est-ce que ça signifie. Du coup, dans les années 80, il faut savoir que, comme dans beaucoup de pays du Sud, il y a des institutions financières, donc la Banque mondiale, le FMI, etc., qui ont imposé aux pays du Sud de rembourser des dettes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le concept de dette illégitime. Mais donc, c'est des dettes qui sont issues de la colonisation. Donc, nos pays sont allés coloniser et ensuite, hop, demandent de rembourser des choses, quoi. Donc, ça, c'est des dettes que les pays du Sud considèrent souvent comme illégitimes. Mais en attendant, les institutions financières ont imposé, notamment au Maroc, de rembourser ces dettes. Donc, le Maroc est rentré dans une période d'austérité budgétaire. C'est-à-dire que entre les années 82 et 92 particulièrement, ils ont réduit le budget dans l'éducation, dans la santé, dans l'emploi, le logement. Voilà. En plus de ça, il y a les biens de première nécessité qui ont augmenté à fond, ce qui a eu du coup des conséquences hyper négatives sur la population, vous vous en doutez. Voilà. En plus de ça, il y a eu une sécheresse importante, sachant que la plupart de l'économie était basée sur l'agriculture. Donc il y a eu un exode rural hyper important dans les grandes villes. Bref, c'était la cata. Voilà. Après, il y a quand même... on pourrait dire que peut-être la pauvreté a chuté. On le voit que la pauvreté est passée de 15% à 1% en une vingtaine d'années. Mais en fait, c'est pas vraiment dû au fait que les richesses sont mieux réparties. C'est juste dû au fait que le PIB, que la croissance a augmenté. Mais si on regarde... donc l'indice de Gini, c'est un indice qui permet de mesurer à quel point il y a des inégalités sociales dans un pays. En fait, cet indice, il n'a pas du tout baissé. Donc il y a autant d'inégalités sociales.
Et en plus de ça, le nombre de riches, par exemple, il a augmenté. On est passé de... Il y a eu une augmentation de 45% de millionnaires. Là, on est à 750 millionnaires, donc c'est le top 3 en Afrique. 7500, j'ai dit quoi? 700, voilà. Voilà, toujours énormément d'inégalités sociales. Bon, il y a des politiques qui sont mises en place, notamment assurance maladie, assurance chômage, aide sociale. Pour l'instant, ils ont l'air de dire que c'est pas hyper fonctionnel parce que pour plein de raisons que je vais pas. Enfin, il y a plein d'explications. Il y a un sociologue par exemple qui dit que c'est parce que c'est une monarchie parlementaire, du coup c'est dur à mettre en place. Il y a aussi peu de contre-pouvoirs, donc c'est dur aussi de faire appliquer toutes ces aides sociales qui pourraient exister. Bref, c'est un système récent, mais les syndicats continuent de lutter pour que ce soit vraiment fonctionnel là-bas, quoi. Voilà, ça va. Le travail, ouais. Vous dites que le salaire moyen est de 320 euros. Pour les 13% de jeunes qui sont au chômage au Maroc, le chômage, il est de quel montant? Je sais pas du tout, mais Parce que, en fait, déjà, les jeunes, ils sont beaucoup en travail informel, donc le chômage, il n'y a pas, quoi. ouais, Donc ils vivent surtout sur la solidarité familiale ou d'emplois informels. Mais non, je connais pas le montant du chômage pour les jeunes. ok. Non, il n'y a pas de chômage. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de chômage comment? Non, mais puisqu'on disait qu'il y avait 13% qui étaient au chômage dans les jeunes. Non, plus. Ces gens qui ne travaillent pas, ils ont Ouais. chômage, ils n'ont pas de droit. Ah, c'est non rémunérés. Ok. Oui. Ah oui. Je veux dire qui n'ont pas trouvé de travail, quoi. On regardera pour les questions à la fin des deux interventions. Ainsi, vous avez tous les deux, justement, les deux intervenants sur le Maroc qui vont pouvoir vous répondre. Ça va? Parfait. Du coup, le travail au Maroc, donc comme je le disais, les gens travaillent en moyenne 44 heures par semaine. Le salaire moyen donc est de 320 euros. Les conditions de travail, vous doutez, elles sont particulièrement difficiles, notamment parce qu'il n'y a pas de contrat. Enfin, pour la plupart, ils n'ont pas de contrat écrit. Il y a aussi des différences salariales qui sont marquées en fonction du secteur. Donc, pareil, l'agriculture, il y a, je pense, 40% de la population qui travaille dans l'agriculture. Et là, le salaire, il est inférieur à 300 euros par mois. Voilà, donc c'est difficile, vous vous doutez, dans ces conditions de se nourrir, de se loger, de vivre une vie digne, quoi. Et en plus de ça, il nous racontait pas mal, dans toutes les villes où on est allé, à quel point il y a une influence du patronat qui est hyper forte sur les politiques, ce qui complexifie énormément les luttes sociales là-bas, quoi. Voilà. Petit quiz pour vous réveiller. À votre avis, pourquoi mes chiffres, ils ont fait ça? Le taux de syndicalisation, à votre avis, il est de combien? 3%? Eh ben non, 10% quand même. Eh oui. En Belgique, on est autour de 50%. Donc voilà, 10%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même... Enfin, on sent que... Allez, ils ont quand même une culture syndicale assez forte, même si elle est fort dénigrée, etc., et que c'est compliqué, mais les gens s'organisent, quoi. Et ça, on l'a bien vu. Le syndicalisme, donc au Maroc. Pourquoi le taux de syndicalisation il est assez faible? Il y a plusieurs causes à ça. Bon, déjà, le travail informel. Donc, évidemment, si on n'a pas de contrat, si on travaille dans des économies de plateforme, tout ça, en fait, c'est juste pas possible de se syndiquer. En plus de ça, il y a une pression de l'État et du patronat. Donc, la lutte est très, très criminalisée. Même si ça s'améliore, mais il y a quand même de forts risques de licenciement quand on est syndicaliste, ce qui fait que le syndicat est vu assez négativement dans la population. Mais donc c'est un combat qui mène là-bas pour que le syndicat soit vu comme vraiment un outil qui fonctionne et aussi avoir plus de droits syndicaux. Faut savoir déjà qu'il y a 50% des membres de la CDT qui ont été réprimés pendant les années de plomb. C'est une période entre 60 et 99 où il y a eu une répression vraiment, vraiment vénère au Maroc.
Il y a eu des arrestations, mais il y a eu des tortures, il y a eu des disparitions forcées, et des procès totalement faussés, qui a ciblé toute l'opposition politique de gauche. Donc ça crée aussi un peu un... Enfin, évidemment que s'il y a eu ça dans le passé, les gens osent pas trop se syndiquer. Voilà. Donc les luttes principales pour les syndicats là-bas, c'est déjà d'être reconnus, les luttes sur le travail décent, dont on parlait tout à l'heure, et les luttes pour avoir des contrats, de meilleurs salaires, etc. Alors, les droits syndicaux, voilà, on est sur le fait qu'il y a quand même des engagements officiels du Maroc. Pour aller très vite et pas vous assommer avec ça, mais en gros, le Maroc a quand même ratifié des conventions de l'OIT sur le travail décent, la liberté syndicale, le travail forcé, le travail des enfants, etc. Ils sont alignés sur beaucoup de recommandations, mais bon, il y a toujours des abus, notamment dans les ateliers textiles au Maroc, où le salaire minimum, il n'est pas payé à l'heure. Et en fait, le salaire, il dépend aussi du volume que la personne produit. Donc, si on demande de produire, de coudre 50 jeans et qu'on ne les a pas, du coup, le salaire n'est pas payé ou pas payé à temps. Et il y a des pénalités. Voilà, le droit de grève. Alors, il est garanti par la Constitution, mais par contre, l'employeur et les autorités, ils peuvent interdire, limiter, suspendre ou arrêter une action de grève s'ils considèrent qu'elle n'est pas légitime, qu'elle n'est pas faite à temps, etc. Et quand on y était, en fait, ils nous parlaient là-bas d'une loi organique qui visait à encadrer la grève. Là-bas, ils critiquaient beaucoup, les syndicats, ils critiquaient beaucoup cette grève parce que elle va la rendre, cette loi, parce que en gros, ça visait à rendre les grèves très très difficiles à organiser. En gros, il fallait pour faire grève, s'organiser formellement, donc au sein d'un syndicat. Il faut prévenir à l'avance son patron. Il faut attendre plusieurs semaines avant de déclencher la grève. Il faut négocier avant. Si tu négocies pas avant, t'as pas le droit de faire grève. Et si t'as pas ces conditions réunies, alors la grève elle est considérée comme illégale et tu peux avoir des sanctions. Voilà, les syndicats ils disent que le droit de grève il est même rendu quasi impossible. Voilà, c'est pour vous dire le contexte. Donc là-bas, c'était leur lutte quand on y était en tout cas, une de leurs luttes. Ok, les droits ils sont souvent bafoués, mais ça ne leur empêche pas d'avoir des mouvements sociaux et des victoires syndicales, notamment en 2023, il y a eu de grosses victoires dans le secteur de l'enseignement. Et après qu'on soit parti, il y a le mouvement Gen Z 212, c'est ça? Bref, du coup, avec tous les jeunes qui sont descendus dans la rue et qui ont lutté pour un meilleur accès à la santé, à l'éducation, etc. Voilà, donc nous, on a rencontré la CDT. Vous pouvez voir leur super drapeau. Il faut savoir qu'ils nous ont expliqué aussi ce que ça signifiait. Donc là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, c'est pour eux l'alliance du monde agricole, du monde ouvrier et du monde intellectuel, en gros. Voilà, c'était super. Ils nous ont donné des casquettes et des écharpes Palestine. Voilà, c'était des très belles rencontres, mais Fabien vous en parlera plus après, j'imagine. Il se considère comme de la gauche combative, donc c'est le syndicat le plus à gauche, on va dire, qui est quand même assez massif. Il a été créé, j'en parlerai après. Mais donc l'idée, ce syndicat, il vise comme un peu tous les syndicats, mais ils se définissent comme étant les défenseurs des intérêts économiques, sociaux des travailleurs. Ils sont là pour protéger les libertés syndicales, les droits. Ils misent aussi sur la transition juste. Ils parlent de politique de développement durable, mais qui favoriserait l'emploi des chômeurs. Et aussi tout un axe sur la formation des travailleurs. Donc voilà, c'est un syndicat qui a été créé en 1978. Il a été créé pour marquer une rupture avec un premier syndicat qu'il jugeait un peu trop corporatiste, donc c'est-à-dire qui s'intéressait où les gens défendaient leurs propres intérêts en fonction des secteurs. Donc eux, ils voulaient un syndicat moins corporatiste, plus global,
qui se souciait aussi des sujets politiques plus globaux et pas forcément que du travail. Voilà. Et il jugeait aussi que les autres syndicats étaient trop bureaucratiques et il voulait un syndicat plus proche du terrain qui part plus de la base. Donc voilà, donc il a été créé en 78 et direct dans les années 80, il y a plein de grèves, il y a des arrestations, des tortures, donc c'est un peu la cata. Il y a aussi les propriétaires terriens qui vont s'accaparer un peu les terres agricoles. Donc comme je disais tout à l'heure, en plus il y a une augmentation des prix. Et en fait, la CDT à ce moment-là, elle est toute nouvelle, mais elle va quand même lancer une grève générale, donc une des premières grèves générales. Et c'est devenu quand même un symbole de résistance pour même dès la création du syndicat. Voilà, donc eux, ils font un travail intellectuel et les luttes concrètes. Ils ont à cœur d'associer vraiment ces deux pans-là. Donc, en travail intellectuel, ils font beaucoup de discours, des analyses, des réflexions, des formations. Et sur le concret, ils organisent énormément de grèves, des prises de position, beaucoup de plaidoyer aussi avec l'État. Il faut savoir, ce qu'ils nous ont raconté, c'est que la première grève nationale était pour la Palestine. Voilà, on peut voir ici des affiches très belles. Du coup, ben voilà, c'est un... Ah oui, leur manière de mobiliser et leurs moyens d'action, donc ce dont ils sont fiers et ce qu'ils nous ont raconté, c'est qu'ils sont, pour avoir un peu une base militante large, c'est qu'ils sont actifs dans des comités, différents comités, que ce soit des comités de quartier, etc., pour rencontrer de nouvelles personnes, étant donné aussi que il y a pas beaucoup de, il y a beaucoup de travail informel, ils cherchent à toucher les gens différemment, quoi. Ils sont énormément actifs sur les réseaux, donc eux, mais ils ont des centaines de groupes WhatsApp, ils ont sur Facebook, ils font que publier, ils ont plein de groupes Facebook, etc. C'est pas forcément juste des pages, mais il y a beaucoup de groupes où tout le monde est là, parle, publie des choses. Voilà, ils donnent une grande importance aux formations aussi. On a rencontré Fatna Hafid, elle était super. Franchement, trop super cette femme. Donc là, j'ai mis un petit extrait. Du coup, on l'a interviewée et oui, elle dit que ces 40 années de lutte syndicale m'ont appris qu'il faut beaucoup de courage quand on est syndicaliste, qu'il faut souvent persévérer, tomber, se relever, nouer des alliances. Bref, que le combat n'est pas facile tous les jours, n'est pas simple tous les jours, mais que si on ne fait rien, on a déjà perdu. Voilà, vous pouvez la suivre sur les réseaux. Elle publie vraiment toutes les 2 heures. Elle est super. En ce qui concerne les femmes, donc elle, il faut savoir qu'elle a mené des luttes au sein du syndicat pour féminiser à fond le syndicat. Elle nous dit aussi qu'il faut du courage en tant que femme pour s'affirmer, même au syndicat. Petit à petit, les femmes prennent de la place et les hommes au sein du syndicat comprennent cela. Certes, j'ai pleuré, je suis tombée. J'ai entendu des choses qui ont pu me blesser, mais maintenant je suis forte parce que j'ai 60 ans et que je ne suis plus une petite fille qui va se laisser intimider. Et j'espère avoir un peu ouvert la voie aux femmes de la nouvelle génération qui vont s'engager à la CDT. Donc, pourquoi c'est compliqué de féminiser le syndicat au Maroc particulièrement ? Déjà, il faut savoir qu'il y a des freins de base, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas énormément de taux de syndicalisation. Enfin, le taux est assez faible parce qu'il y a donc de l'emploi informel, encore une fois. Et les femmes sont encore plus dans ce type d'emploi parce qu'elles ont, déjà, elles travaillent moins, elles sont plus à la maison, etc. Donc déjà, elles sont moins à même à se syndiquer. Les femmes, en plus de ça, du coup, ça j'ai déjà dit. Excusez-moi. Oui, en plus de ça, il y a une vision plus traditionnelle des rôles genrés, ce qui fait que autant pour la politique que le travail, c'est plus compliqué. Donc, déjà de travailler, mais donc de s'investir en politique, c'est moins bien vu quand on est une femme. En plus de ça, du coup, les conditions, vu qu'elles s'occupent plus de leur famille, c'est compliqué de concilier le travail, la famille et le militantisme. Donc voilà, il y a une double marginalisation. Donc déjà, elles ne sont pas forcément présentes dans le syndicat, mais donc elles sont moins présentes aussi dans les postes de décision. Ce qui fait que c'est compliqué du coup pour prendre des décisions en faveur des femmes.
Et en plus de ça, et ça c'est ce dont on a parlé avec Fatna, du coup, c'est que elles sont particulièrement inquiètes des mouvements islamistes réactionnaires qui essayent de s'imposer dans le syndicat. Voilà, donc c'est un combat en interne qui se mène et aussi dans la société en général par les féministes marocaines. Et du coup, l'organisation syndicale, elle n'est pas hyper adaptée à ces freins, mais par contre, ils sont en train de faire un travail de dingue pour adapter l'organisation syndicale plutôt que demander aux femmes de s'adapter, quoi. Donc notamment, là je vais vous dire un peu quelles pistes elles ont mis en place pour féminiser le syndicat. Déjà, tout simplement, le fait de déplacer les réunions, de ne pas les faire le soir au moment où on va chercher les enfants à l'école, on s'occupe, on fait à manger, mais de les mettre par exemple à midi. Ce genre de pratique, elle permet déjà d'avoir plus de femmes qui viennent aux réunions. Aussi d'organiser des garderies, donc dans les journées de formation, par exemple, même dans les réunions. En fait, d'organiser des garderies, ça permet aux femmes de venir avec leurs enfants et donc de pouvoir participer aux réunions. De parler de thématiques différentes, donc pas de parler que du travail dans lesquels les hommes sont particulièrement impliqués, mais de parler d'autres types de travail, donc du travail domestique par exemple, du travail du soin. Voilà. En interne, du coup, les luttes féministes au sein du syndicat, ça permet aux femmes de vouloir s'engager au sein du syndicat, quoi. Par exemple, si on parle d'égalité salariale, évidemment, elles vont vouloir peut-être plus s'impliquer. En interne aussi, donc c'est le fait de mettre en avant les femmes. Ça permet aussi aux autres femmes de se sentir un peu plus représentées, donc de vouloir s'engager. Par exemple, avec le projet de coopération, donc le syndicat il a formé une dizaine de femmes syndicalistes pour devenir formatrices. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment super parce que si tu as des formatrices, tu as peut-être plus envie en tant que femme de t'engager au sein de la structure. Il y a aussi la création d'un observatoire genre, donc, qui est prévu dans le prochain projet avec la CDT, l'IFSI et la MWB. Voilà. Et du coup, il y a aussi le fait d'offrir le repas. En fait, c'est tout con, mais offrir le repas, rembourser le trajet, ça permet aux femmes parfois de venir avec leurs enfants ou même juste de venir et elles sont plus précaires. Donc en fait, c'est aussi des choses qui peuvent motiver et de ne pas devoir débourser un repas à l'extérieur, ça leur permet de venir, quoi. Le fait que le syndicat agisse sur l'accès à l'emploi et sur, et sur l'insertion professionnelle, ça les motivait aussi. Et évidemment, de faire des liens avec les associations féministes qui luttent sur le terrain, qui ont déjà une base de femmes et en fait qui font déjà un travail syndical, on va dire, parce qu'en fait, comme on le disait avec la Maison d'Arnas, c'est aussi de l'aide juridique, c'est aussi expliquer aux femmes comment défendre leurs droits, etc. Donc en fait, c'est des liens qu'ils font et qui permettent d'avoir plus de femmes dans le syndicat. Voilà. Super. Toutes les femmes du syndicat. Pas toutes, mais une grande partie. Et les jeunes dans tout ça. Alors, les jeunes, l'accès aux études. Là aussi, on a fait des liens avec la Belgique. L'accès aux études, il est énormément attaqué. Il est durci. Il y a des politiques qui visent à faire en sorte que ce soit en gros les plus riches qui accèdent aux études, donc des politiques élitistes. Voilà, il y a aussi un énorme manque de moyens dans l'enseignement public. Donc il y a des classes qui sont surpeuplées, des bâtiments qui sont dégradés, il y a très peu d'encadrement. Et en fait, il y a un gros contraste avec l'enseignement privé là-bas, où là par contre, il y a les moyens à fond, quoi, mais qui est hyper cher. Donc ça creuse énormément les inégalités aussi entre les jeunes. Il y a une grande frustration des jeunes diplômés qui, du coup, comme je le disais tout à l'heure, ne trouvent pas de travail en sortant des études. Voilà. Donc nous, évidemment, on a fait des liens. On est parti avec des militants étudiants qui ont pu discuter donc avec des étudiants de là-bas sur les luttes concrètes sur le terrain, quoi. Les jeunes, donc il y a des luttes dans le monde de l'enseignement. Donc là, on a passé, je pense quand même, quelques heures à discuter. On a fait des petits groupes, on a discuté à la fois avec des étudiants et des jeunes enseignants, qui, comme en Belgique, les jeunes enseignants voient leur statut se faire attaquer.
Et donc en 2017, il y a eu énormément de mobilisations dans le monde de l'enseignement qui ont été organisées par des collectifs, qui ont été appuyés par les syndicats et un front social plus large. Donc là, ils nous ont parlé de l'importance d'avoir un front large, à la fois avec les collectifs, des syndicats, des gens, enfin, essayer de ramener toujours le plus de gens dans la lutte, même s'ils ne sont pas politisés, mais c'est par la lutte qu'on politise aussi les gens et qui vont s'engager plus tard dans le syndicat. Donc, ils nous ont raconté des grèves, ils ont fait des sit-ins. En fait, quand on était là, même l'après-midi, ils allaient faire un sit-in devant le Parlement et devant le ministère de l'Éducation. Donc voilà, eux, ils visent, leur revendication, c'était de protéger la fonction publique, d'améliorer les conditions de travail, les libertés syndicales. Euh, Globalement, des revendications syndicales et jeunes. Ensuite, on a beaucoup parlé aussi du comité jeune. Voilà, il y avait un front jeune qui organisait aussi des activités militantes à destination des jeunes, des mobilisations sur différents campus. Il y a aussi donc la lutte de la Gen Z 212 qui visait donc l'accès à l'enseignement et à la santé. Donc là, les jeunes étaient particulièrement impliqués et ont même poussé aussi pour que leur syndicat, la CDT, donc soutienne la lutte avec leurs revendications. Donc globalement, ici, lutter contre la privatisation de l'enseignement, comme nous on le fait ici en Belgique. Et voilà, c'était hyper enrichissant de parler avec eux. On a énormément échangé sur nos pratiques, sur nos conditions communes. Et je pense qu'on en ressort tous avec avoir beaucoup de choses apprises et beaucoup de motivation aussi. Même s'il faisait très chaud ce jour-là. Et alors, donc, on a eu aussi notre soirée, on a pu discuter avec d'autres jeunes des pistes pour rajeunir le syndicat. Globalement, ils nous en ont donné plusieurs que eux mettent en place et qui fonctionnent. Donc déjà, c'est s'ouvrir à la défense du travail informel, évidemment. Arrêter d'être cloisonné forcément au travail formel, mais voilà, il y a beaucoup de jeunes qui font des livraisons à vélo, par exemple, et on le voit, la FGTB Bruxelles fait un travail avec les livreurs à vélo, essayer d'aller parler avec ces publics-là, de leur d'expliquer les droits, de les organiser, quoi. Ils font énormément de formations sur les droits au travail. Aussi, en plus de ça, ils donnent une grande importance à proposer des activités un peu fun, donc pas que des trucs chiants, longs, rébarbatifs, mais des journées de rencontres où on peut parfois faire un match de foot, partager un repas, aller au ciné, etc. Ça, c'est ce qui permet aussi de ramener les jeunes, en fait, tout simplement, qui ont envie de se rencontrer et de discuter aussi parfois d'autres choses. Ils organisent aussi l'université syndicale de la jeunesse, donc ça c'est 4 jours de formation. Voilà, nous on a fait le lien avec la Belgique parce qu'on organise notre camp jeune FGTB du 26 au 30 juin. Voilà, donc on a parlé de tout ça. Ils organisent aussi des ateliers interactifs avec les jeunes. Ils essayent de les mettre en mouvement, de aussi pousser les jeunes à pouvoir former d'autres personnes, pouvoir un petit peu s'emparer de certains sujets. Pareil que pour la féminisation, ils disaient que d'offrir le repas et le trajet, en fait, ça enlève déjà un gros frein. Grosse attention pour moderniser la communication. Donc, ils ont tout un travail sur la com, comment rendre le syndicalisme un peu plus stylé, quoi. Intégrer les jeunes dans les instances décisionnelles, donc pas juste parler des jeunes en se disant waouh les jeunes c'est trop bien, mais en fait aussi se rendre compte qu'ils mènent des luttes qui sont sur le terrain tous les jours et qu'ils ont aussi leur mot à dire dans les instances décisionnelles des syndicats. Voilà, donc ça ils le font de plus en plus. Intervention dans les entreprises avec beaucoup de jeunes, voilà, c'est aller vraiment là où on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont représentés donc dans certains secteurs et d'aller parler avec eux, de les organiser. Ce que je disais, de faire un front, donc des partenariats avec des associations étudiantes qui ne sont pas forcément de gauche radicale, mais qui font déjà sur le terrain des choses intéressantes et pouvoir s'associer avec eux. Et aussi de s'investir dans d'autres luttes, par exemple les luttes internationales qui parlent énormément aux jeunes
Et ça permet en tout cas, c'est quelque chose qui motive et mobilise les jeunes sur le terrain. Voilà. Et voilà, merci beaucoup. Ça, c'était trop bon.